Franck Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la région Grand Est. Première question, ce n'est pas la première fois que vous venez ici sur cette foire de Châlons en Champagne, 78e édition. À chaque fois, c'est le même dynamisme. C'est important pour la région et pour vous d'être présent? Oui, c'est important. En ce qui me concerne, ça doit être au moins la 30e édition que je fais consécutivement, parce que c'est le grand rendez-vous politique, économique, agricole, social, associatif de notre région, au moins de la partie ouest de la région, et de plus en plus, et je m'en félicite, de la région Grand Est dans sa totalité. Donc on y croise beaucoup de décideurs, on y travaille beaucoup, on enchaîne les réunions, on enchaîne les tables rondes, et c'est un vrai moment de reprise après la période estivale. L'une des priorités du Grand Est, c'est l'emploi. Alors, avec un taux de chômage qui se situe aux alentours des 7,5%, un taux d'ailleurs plutôt stable. Quelles sont les principales mesures aujourd'hui menées par la région pour améliorer ce chiffre, ou en tout cas peut-être le conforter? Alors déjà, ce chiffre, 7,4, cache des contrastes. On a des territoires extrêmement dynamiques. Je pense à un territoire de Wissembourg, Saint-Louis en Alsace, Épernay dans la Marne, où on est souvent en dessous des 5% de taux de chômage. Et puis d'autres bassins plus complexes, le secteur de Forbach, le secteur des Ardennes, Nord-Ardennes notamment, où on approche encore parfois les 9 ou les 10% de chômeurs. Donc évidemment, le chômage reste une priorité parce que la place du travail dans la vie est importante et parce que le travail apporte un revenu qui va permettre à nos habitants de vivre convenablement, voire bien. Et c'est évidemment une priorité pour nous, même si le premier acteur de la politique de l'emploi, c'est l'État, et que nous avons, nous, un certain nombre de leviers. Notre objectif à nous, c'est de rendre notre territoire attractif pour les investisseurs étrangers. C'est de créer un environnement qui va permettre aux entreprises de notre région, en se développant, d'embaucher de plus en plus de femmes et d'hommes issus de notre territoire. Et c'est aussi, par la formation, par l'orientation, de guider les jeunes vers des filières d'emploi prometteuses, parce que ces jeunes ont besoin de découvrir des métiers, ont besoin d'inscrire leur avenir avec des attentes nouvelles aujourd'hui. Je vais prendre un exemple très concret. Dans nos collectivités, il y a encore 10 ans, on avait une quantité de candidatures extrêmement importante parce que la fonction publique territoriale, comme la fonction publique d'État, c'était un objectif. On avait l'objectif d'entrer dans la fonction publique, on avait l'assurance d'avoir un travail tout au long de sa vie. Aujourd'hui, les besoins changent. Les jeunes, ils n'ont pas besoin de se projeter à 30 ans. Ils se projettent à 5 ans, à 7 ans, à 8 ans, et ils pensent qu'ils vont faire plusieurs métiers dans leur vie. Donc ça nous amène à repenser complètement notre approche de l'emploi. Côté qualification, formation, c'est aussi notre responsabilité à travers le lycée, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, pour justement qu'on ait un moment, une adéquation entre l'offre de formation, les attentes des jeunes, les attentes des entreprises et ce bassin d'emploi par bassin d'emploi. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs d'activité qui sont plus en attente, qui proposent plus de postes que d'autres dans le L'industrie, par exemple, parce qu'on a pensé il y a une trentaine d'années que la France ne pouvait ne plus avoir d'industrie et que, quelque part, les Chinois ou les Asiatiques produiraient à notre place et nous, on aurait un pays de col blanc. C'était une erreur majeure. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec les tensions politiques internationales qui sont apparues. Aujourd'hui, si vous n'avez pas votre propre industrie, alors je ne passe pas uniquement à l'échelon local ou national, à l'échelle européenne, vous êtes dépendant. Vous n'avez plus de souveraineté. Donc il faut que l'Europe se réindustrialise. Il faut que notre région se réindustrialise. Et nous sommes en bonne voie en la matière puisque nos performances le démontrent. Alors, qui dit emploi dit également formation. Quelles sont aujourd'hui les mesures portées par la région pour la formation professionnelle des jeunes et aussi des adultes en reconversion? On sait que c'est important. Alors, on a par exemple un plan régional d'investissement dans les compétences qui va nous permettre en 2024 de travailler la formation de 20 000 personnes au chômage pour les remettre sur la voie de l'emploi. On va aussi avoir dans toutes nos formations, formation initiale, schéma régional des formations, la volonté de diversifier nos formations pour faire en sorte que dans des filières prometteuses, les services à la personne avec le vieillissement de la population vont croître en termes de besoins. L'industrie du nucléaire,
les énergies renouvelables qui se développent fortement dans nos territoires ont besoin d'une main-d'œuvre nouvelle, donc ont besoin de diplômes nouveaux qui, pour certains d'entre eux, n'existaient pas dans nos territoires et qu'il faut créer. Ça veut dire qu'il y a des conventions aujourd'hui qui existent entre certains établissements scolaires et ces entreprises? Oui, c'est-à-dire que, pardon, avec la réforme, j'ai un chat dans la gorge depuis le début, avec la réforme du lycée professionnel, par exemple, il existe dans chaque lycée professionnel ce qu'on appelle le bureau des entreprises. Ça veut dire qu'il y a un collaborateur au sein du lycée professionnel dont le rôle est de connecter les entreprises du bassin avec le lycée professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on a trop longtemps snobé ou boudé le lycée professionnel, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes femmes et de jeunes hommes, qu'on a besoin de les former parce que l'industrie, par exemple, nous demande de plus en plus de qualifications et de main-d'œuvre jeunes pour remplacer notamment les générations qui partent en retraite. Donc si on forme d'un côté et que les entreprises attendent de l'autre et qu'il n'y a pas cette passerelle, ce sas entre les deux, ça ne peut pas être opérationnel. Et la réforme du lycée professionnel, qui a d'ailleurs été imaginée par une ministre nancéenne, donc du Grand Est, Carole Grandjean, vise justement à connecter les attentes des bassins, les attentes du monde économique avec le potentiel de formation initiale que nous avons. Et le lycée professionnel va devenir une passerelle incontournable, de même que l'apprentissage qui s'est développé de manière considérable ces dernières années. On approche les 900 000 apprentis à l'échelon local et il faut arriver au million. Et l'apprentissage, c'est quoi ? C'est une filière dans laquelle, à la fois, on est formé théoriquement dans un établissement et en même temps, on est formé chez un employeur potentiel, dans une entreprise qui peut devenir un employeur potentiel. Donc, il y a vraiment là des passerelles à construire. Et trop souvent, notre pays a souffert de ce manque de passerelles. C'est-à-dire qu'on savait former, mais indépendamment de l'entreprise. Et de l'autre côté, les entreprises attendaient de trouver dans la jeunesse, la main-d'œuvre, les qualifications dont elles avaient besoin. Faute de cette connexion, on n'était pas performant. Depuis un certain nombre d'années, le chômage a régressé. Pourquoi ? Parce que, on a enfin compris qu'il fallait connecter le milieu de la formation au milieu de l'emploi, et ça marche. Pour accroître cette adéquation, je crois qu'il y a un an environ, vous lanciez l'internat à 1 euro par mois. Un an après, est-ce qu'on a les premiers résultats de cette initiative ? Alors, il est encore trop tôt pour avoir les premiers résultats. Pourquoi ? Parce qu'on a lancé en juin l'année dernière. Donc, autant dire que les choix des lycéens étaient faits et que l'année dernière était une année blanche. La véritable année, c'est cette année. Et ce qui est important dans cette idée, c'est qu'il y a une dimension sociale évidente. Réduire le coût de l'internat pour les parents, c'est leur offrir la possibilité d'envoyer leurs enfants non plus dans le lycée qui est à côté de chez eux. J'ai rien contre le lycée qui est à côté de chez vous. Mais dans ces lycées, il y a une offre de formation limitée. Si un jeune veut se former au métier des énergies renouvelables ou au métier du nucléaire, on ne peut pas avoir des formations dans tous les lycées sur le nucléaire. On va donc avoir des formations dans certains lycées qui sont parfois à 70 ou 80 km du domicile. En offrant la possibilité d'accéder à l'internat, à l'hébergement à 1 euro par mois, donc 10 euros pour une année, vous permettez à tout le monde d'y accéder et vous offrez le champ des possibles pour les jeunes. Certains continueront à se former en proximité parce que la filière qui leur convient existe à côté de chez eux, mais si elle existe un peu plus loin, il faut débloquer la situation, il faut débloquer cette envie ou cette possibilité d'aller vers le lycée situé un peu plus loin. Et on sait très bien qu'à partir du moment où un jeune s'engage dans une filière dont il a véritablement envie, il est beaucoup plus motivé et réussit beaucoup plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, il est de plus en plus difficile pour les entreprises de séduire, c'est sûrement le bon terme maintenant, ces salariés. La marque employeur est devenue très importante. Il y a, j'imagine, des exemples, de beaux exemples dans le Grand Est. Aujourd'hui, comment vous veillez à ce que ces beaux exemples fassent école auprès des autres et que ces entreprises soient séduisantes aux yeux des jeunes salariés? Alors, les entreprises n'ont pas une conscience par elles-mêmes. Ils n'attendent pas la région pour qu'on les guide dans la matière. Tout le monde sait qu'on a une génération aujourd'hui, de jeunes notamment, qui attendent de l'entreprise plus qu'un emploi. Ils attendent de l'entreprise qu'elle leur apporte aussi du sens à leur existence et que cette entreprise, parce qu'elle est dans une situation où les tensions sont plus fortes, pourquoi les tensions sont-elles plus fortes ? Parce qu'il y a moins de chômeurs. Quand vous avez beaucoup de chômeurs, vous n'avez pas beaucoup d'efforts à faire pour attirer à vous. Quand le marché devient plus tendu, il faut vous différencier
par rapport à des concurrents potentiels que sont d'autres entreprises susceptibles, eux aussi, de rechercher sur un bassin d'emploi. Donc le bien-être dans l'entreprise, la santé dans l'entreprise, le sens que va donner l'entreprise à son travail, le rapport à l'environnement, le rapport à la biodiversité sont des attentes nouvelles. Elles n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, regardez comment un géant comme Total Energy peut souffrir quand il cherche à recruter par le fait qu'il a, dans l'esprit d'un certain nombre de jeunes de notre pays, été l'un des pollueurs de la planète et donc l'un des acteurs de l'augmentation des gaz à effet de serre et donc du climat qui se détraque. Donc aujourd'hui, un jeune qui cherche une entreprise va non seulement s'intéresser à ce métier, mais aussi va se dire est-ce que l'entreprise dans laquelle je vais aller travailler, est-ce qu'elle a un sens? Est-ce qu'elle œuvre pour le bien-être collectif? Quel rapport elle a avec la biodiversité? Et ça oblige les entreprises à se réinventer dans le transport de leurs salariés, offrir des possibilités de transport par le vélo. On a des entreprises qui financent jusqu'à 70% du coût du vélo qui va être mis à disposition du salarié pour qu'il vienne à vélo plutôt qu'en voiture, qui investissent dans la biodiversité, qui s'associent par exemple à des îlots de sénescence qu'on va retrouver dans nos parcs naturels régionaux, qui sortent de la sphère purement économique et qui arrivent dans la sphère sociétale. C'est le défi de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Et ça, c'est intéressant parce que on voit des entreprises, je pense à l'entreprise Hager, qui est une grosse entreprise industrielle, par exemple à Aubernais, qui a développé un campus. Quand vous arrivez dans cette entreprise, vous n'avez pas l'impression d'arriver dans une entreprise. Vous arrivez, il y a une brasserie sur la gauche, il y a une espèce de forum, il y a des lieux où on peut, entre 2 heures de travail, venir se détendre avec ses collègues de travail. Quand on va chez Soprema, vous avez la possibilité de faire du sport à n'importe quel moment de la journée. Si, après une réunion un peu stressante, vous voulez faire 1 heure de paddle ou 1 heure de squash, vous allez au squash dans l'entreprise et vous trouvez un bien-être dans votre entreprise qui fait que vous allez rester fidèle à cette entreprise. Vous n'attendez pas de l'entreprise qu'un salaire. Vous attendez aussi du bien-être dans votre existence. Si vous aimez le sport, que l'entreprise vous facilite l'accès au sport. Voilà, le monde des ressources humaines est en train d'évoluer considérablement et on voit partout sur les territoires. J'ai cité 2 exemples situés en Alsace, mais j'en ai vu cette semaine encore du côté de Nancy où on en voit dans notre région. Aujourd'hui, l'entreprise doit séduire ses salariés, doit constamment, développer une relation nouvelle avec ses salariés. Les salariés doivent se sentir aimés par leur entrepreneur parce qu'aujourd'hui, ils ont le choix de partir à tout moment, ce qui n'était pas forcément l'envie des salariés d'hier. Alors justement, les journaux du groupe Rossel Est Média ont lancé une opération, une initiative qui s'appelle Visite ma boîte, à laquelle la région Grand Est a tout de suite adhéré et qui a pour but de permettre à ces chefs d'entreprise et même aux salariés, ce qui est important, eux-mêmes, de faire découvrir leur environnement de travail. Comment vous analysez cette initiative? Alors, vous nous accompagnez, je l'ai dit. Comment vous pourriez donner envie aux entreprises justement de nous rejoindre? En s'ouvrant aux autres, en multipliant les journées portes ouvertes, en démystifiant l'industrie par exemple. L'un des obstacles que nous avons aujourd'hui pour que les jeunes aillent vers l'industrie, c'est l'image de l'industrie. Parce que leurs parents, qui ont parfois souffert de la crise industrielle, ont gardé l'image d'une industrie qui licencie, l'image d'une industrie qui pollue, alors que les industries d'aujourd'hui ne polluent plus ou très peu, et que la solution dans la transition écologique viendra de l'industrie. Qui plus est, dans l'industrie, on paye plus qu'ailleurs, et on a des capacités de promotion interne qui font que vous avez à la tête de certaines entreprises de la région, et parfois des chefs d'entreprise qui dirigent 500, 600, 700 personnes, qui sont en réalité des cadres de l'entreprise qui ont progressé au fil du temps, qui ont commencé parfois même au plus bas de l'échelle et qui sont devenus le patron de la boîte. Ça, il n'y a que l'industrie qui le fait. Donc cette promotion de l'industrie, elle doit être encouragée et l'entreprise doit s'ouvrir aux autres parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre un certain nombre de clichés qui, qu'on le veuille ou non, culturellement demeurent dans l'esprit de certains. On a même des courants politiques qui continuent de dire que l'industrie est la cause de tous les problèmes ou que l'agriculture est la cause de tous les problèmes. Bien au contraire, les solutions viendront de l'industrie, les solutions viendront de l'agriculture. Et pour lutter contre ces préjugés, pour lutter contre ces blocages un peu culturels, il faut s'ouvrir, il faut démontrer que l'entreprise a une toute autre image dans la réalité que l'image qu'on a en tête, qui date parfois d'il y a 30 ou 40 ans.
L'entreprise évolue terriblement. Ses efforts méritent d'être découverts. Et quand ils sont découverts, on arrive à des choses extraordinaires. Je cite toujours l'exemple de l'entreprise Action Câble. Je ne suis pas actionnaire chez eux, qui, par exemple, pour les stages de 3e, fait venir jusqu'à 4 classes d'élèves de 3e avec leurs professeurs pendant une semaine dans l'entreprise. Mais je peux vous assurer que quand les gamins sortent de cette semaine, ils ont une vision de l'industrie totalement différente des préjugés qu'ils ont parfois. Et parfois, il y a aussi bon nombre de jeunes qui ne connaissent même pas l'industrie. Ce n'est pas anormal, quand on est en 3e, de ne pas connaître l'industrie. Simplement, si vous vous fiez aux médias, je ne parle pas de l'Union, mais qui décrivent systématiquement l'entreprise comme un lieu où on est exploité, où rien n'est fait pour le bien-être des salariés, la réalité est tout autre. Il y a bon nombre d'entreprises aujourd'hui, et de plus en plus d'entreprises, qui font en sorte que la vie au travail ne soit pas que la production de travail du côté du salarié, mais soit aussi un lieu d'épanouissement. Donc je le répète, visite ma boîte, pour nous c'est les 4 et 5 octobre. Et voilà, encore une fois, on a le soutien de la région Grand Est. Un dernier mot, Franck Leroy. Depuis hier, nous avons un nouveau Premier ministre, Michel Barnier, européen convaincu. Alors, cette donne nous semble importante puisque, il faut le rappeler, la région Grand Est est frontalière avec 4 pays, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Comment vous vivez cette étape ? Michel Barnier, ça nous parle dans le Grand Est. On est la région la plus européenne de France avec ses 750 km de frontières et on travaille étroitement avec les pays qui nous entourent. Donc, mettre à la tête du gouvernement un Européen convaincu, un homme expérimenté, un homme qui n'a été mêlé à aucun scandale, un homme qui a de vraies valeurs humanistes, de vraies valeurs européennes, c'est rassurant. Qui plus est, Michel Barnier a eu la négociation la plus difficile de ces 20 dernières années à mener à l'échelle européenne, celle de la sortie de l'Angleterre à travers le Brexit. Et donc on a véritablement quelqu'un capable de trouver des consensus, capable de négocier avec les uns, avec les autres, pour faire en sorte que notre Parlement se dote d'une majorité stable qui lui permettra de continuer à se moderniser, à avancer, à faire progresser le service public, à faire progresser le développement économique et donc le développement social. Donc je pense qu'il faisait partie des hommes dont on pouvait penser qu'il serait appelé. Il n'était peut-être pas le favori des uns et des autres parce qu'il y a eu, chacun était favori à son tour. Le nom de Michel Barnier, je pense, est sorti au bon moment et je pense qu'il peut être l'homme de la situation. Merci Franck Leroy. Merci à vous.